format. Ce numéro est consacré à l'adresse du chef de l'État le 5 mars dernier à Yamoussoukro devant les parlementaires. Pour en parler, je suis avec l'honorable Guy Songuindassien Séverin, député de Niakara, Tortilla et Harikokara. Vous êtes également docteur en droit, directeur de cabinet au ministère de l'économie numérique et de la Poste et avocat au barreau d'Abidjan. Honorable, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Le 5 mars dernier, devant les parlementaires réunis à Yamoussoukro, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé officiellement qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Retour sur cette annonce historique. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 30. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés, qui ont appris à nos côtés, comme nous l'avons fait, aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Honorable, quelle analyse faites-vous de cette décision du chef de l'État? La décision du chef de l'État, du président de la République Alassane Ouattara, de renoncer ou de ne pas se présenter à un troisième mandat est une décision empreinte de sagesse. Elle est empreinte de sagesse, mais également elle est source de stabilité. Empreinte de sagesse dans la mesure où, dans une Afrique où nous sommes coutumiers à des présidents africains qui ont la fâcheuse tendance en matière de limitation du nombre de mandats à ne pas respecter leurs paroles, le président de la République se situe dans un contexte de rupture et non de continuité de cette pratique. Alors, de rupture, mais surtout également, le président de la République montre ou démontre par là qu'il est un homme de parole et non à parole. Et un homme de parole, c'est celui qui tient sa parole. Et un homme à parole, c'est celui qui parle sans se soucier du respect de la parole donnée. Vous avez souvenance que le président de la République a maintes fois et de façon constante rappeler ou informer la population qu'il ne serait pas candidat pour un troisième mandat. Comme je l'ai indiqué, c'est un homme de constance et un homme qui tient beaucoup à des valeurs et à des principes. Et donc en disant qu'il n'est pas candidat, cela est d'abord une source de sagesse politique dans le contexte africain que nous connaissons et comme je l'ai indiqué, également un élément de rupture avec la pratique qui se fait. Alors, je l'ai également dit que cette décision est également source de stabilité. Vous voyez que sur le continent africain, la plupart des instabilités découlant des élections présidentielles sont la résultante des troisièmes mandats, ce qu'on appelle des mandats de trop. Ou parce que notamment, il y a soit des modifications constitutionnelles pour permettre des troisièmes mandats, où il y a notamment des interprétations abusives des textes constitutionnels pour pouvoir se conférer des troisièmes mandats. Et quand vous observez la scène politique africaine, vous voyez que la plupart des crises proviennent de cela. Et l'instabilité chronique ou constante sur le continent est donc notamment un des aspects importants. Et la décision, pour être source de sagesse, est également source de stabilité pour la Côte d'Ivoire, qui a tout de même souffert énormément des instabilités constantes depuis 1993, donc depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Mais que répondre à ceux qui disent qu'Alassane Ouattara ne pouvait pas briguer un troisième mandat? Alors, je dirais simplement que cet aspect des choses n'est pas d'actualité. Il y a ce qu'on appelle le jeu politique. Lorsque vous êtes en politique, il y a le jeu politique. Vous faites l'actualité politique. Mais il y a également ce que pense l'homme, ou ce que pensait l'homme, dans la droiture de l'homme, c'était de ne pas faire un troisième mandat. Alors, donc, je distingue le jeu politique qui a consisté à un moment donné de faire en sorte à croire à l'opinion nationale qu'il était intéressé à un troisième mandat,
Et naturellement, si vous regardez très bien, lorsqu'il a eu son entretien avec Mo Ibrahim, c'était tout de même avec un sourire qui le disait pour dire « mais tiens, je n'ai pas encore choisi, je n'ai pas encore décidé de ne pas être candidat ». Mais pour moi, cela participe de ce qu'on appelle le jeu politique, de ce qu'on fait actualité politique. Est-ce que la Constitution permettait un troisième mandat? Alors, la Constitution limite le nombre de mandats à 2. Limite le nombre de mandats à 2. Et le président de la République, notamment, a fait 2 mandats. Et même si, avec une nouvelle constitution, cela pourrait donner aussi matière à faire un troisième mandat, se basant sur notamment le fait que nous sommes dans notre République. Mais le constat, c'est que le président de la République n'a pas voulu faire un troisième mandat. Il y a une vie après le pouvoir. L'homme politique ne doit pas se résumer au pouvoir ou dans le pouvoir. Un président de la République ne doit pas se constituer, du moins se substituer au pouvoir. Et naturellement, il ouvre une voie. Il ouvre une voie assez importante et je pense que d'ailleurs l'une des conséquences logiques de cette décision, peut-être qu'il n'est pas assez perçu à sa juste valeur, c'est qu'elle peut être source de coutumes constitutionnelles. C'est-à-dire qu'elle marque un précédent qui peut être source de coutumes constitutionnelles. Cela veut dire quoi? Que désormais, au-delà des limitations dans les textes, que les textes limitent ou non le nombre de mandats, mais c'est la limitation dans l'esprit des hommes politiques du nombre de mandats. C'est aussi la limitation dans l'esprit du peuple du nombre de mandats. C'est là d'autant plus important que cette coutume constitutionnelle, donc ce précédent qui peut constituer une coutume constitutionnelle, fera que les présidents ultérieurs ou à venir se diront il y a un précédent. Juste après l'annonce du chef de l'État, Jacques El-Fouébou et Fatou Diaby ont tendu leur micro à la population. Je dirais personnellement que c'est un acte salutaire. Parce que depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu un président qui a eu le cran de le faire. Permettez-moi ce mot, mais qui a eu le cran de le faire. Je pense que ça va apaiser la population. Et ça a été une décision très sage de sa part. Parce que tout le monde se demandait s'il allait le faire. Passer le flambeau à la jeunesse, moi personnellement, je n'avais pas cru. Et dès lors, c'est un rêve qui vient de se réaliser. Et je pense que c'est un début d'une nouvelle histoire de notre patrie. Et je pense que les autres qui viendront doivent également faire de même. Pour moi particulièrement, le plus important, c'est un président qui va nous apporter la paix, la même stabilité qu'il y a eu pendant ces 10 ans-là. Voilà, pas au-delà de tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de guerre haute. Voilà, un président qui viendra continuer ce que lui-même il a commencé. Il a dit de lui donner 10 ans de mandat. Il a fait ses 10 ans. Il a de manière sage, voilà, il a décidé de se retirer. Vraiment, je pense que c'est un homme de parole, c'est un homme de qualité et c'est un homme très sage aussi. Que pensent les cadres du pays de cette décision d'Alassane Ouattara? Voici leur réaction. Le président de la République vient de donner une leçon d'humanisme et à l'humanité. Il vient de donner à la Côte d'Ivoire une leçon politique. C'est une décision de sagesse, de responsabilité. Le président Ouattara avait annoncé dans le passé, à plusieurs occasions, qu'il fallait passer le flambeau à une nouvelle génération. Il vient de le concrétiser, de respecter cet engagement. C'est un homme de parole, nous le savions. Et à plusieurs reprises, il a exprimé le vœu de passer le témoin à une nouvelle génération. Et en le disant, nous savions qu'il ne feignait pas. Nous savions qu'il ne faisait pas de la démagogie. Nous savions qu'il le pensait très fortement. Qui rentre dans l'histoire par la grande porte. Il vient de prouver aux Ivoiriens qu'il est un grand homme. Et que tous les hommes au pouvoir doivent suivre son exemple. Était-ce urgent que cette réforme constitutionnelle se fasse maintenant? Alors, urgent, le terme sans doute, il n'y a pas d'urgence manifeste, mais il est nécessaire de faire une réforme. Au-delà de l'urgence, c'est la nécessité de faire une réforme. Je vais vous donner juste un exemple. En tant que parlementaire d'ailleurs, nous avions notamment l'article 109 de la Constitution, qui disait que, d'ailleurs vous savez qu'il y a le parlement bicaméral, et l'article 109 dit que les projets de loi et les propositions sont déposés au même moment, à la fois,
à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ensuite, le même article d'ailleurs dit que l'examen par l'une des chambres se fait sur la base du texte qui lui est soumis par l'autre chambre. Et l'article 110 vous dit également que les textes se font, l'examen des projets et des propositions de loi se fait de façon successive par les chambres. Alors, en disant que les projets et propositions de loi sont déposés à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale, cela a donné l'impression que l'examen se fait de façon simultanée lorsque les deux chambres sont saisies. Ce qui n'est pas le cas, puisque l'article suivant 110 précise bien que l'examen de ces textes se fait de façon successive par les chambres. Et d'ailleurs, on dira que lorsqu'un texte est examiné par l'une des chambres du Parlement, c'est sur la base de ce texte que l'autre chambre examine. Donc il y a naturellement une nécessité, il y avait une maladresse sur ce point, une maladresse rédactionnelle comme on le dit, qui naturellement pouvait réjaillir sur la sémantique de certains points et sur la pratique parlementaire. Parmi les trois principales modifications de la Constitution, ou révisions proposées pour la Constitution, l'article 55, l'article 90 et les articles 143 et suivants. Alors l'article 55 porte notamment sur le pouvoir exécutif, parce qu'il faut bien le dire, la modification constitutionnelle porte notamment sur des modifications touchant à la fois tant au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif qu'au pouvoir judiciaire. Alors concernant le pouvoir exécutif, c'est l'article 55 qui précise la continuité, la collaboration fonctionnelle au sein de l'exécutif. Donc cela découle d'une pratique. Vous savez que le vice-président, dans la Constitution du 8 novembre 2016, était prévu pour être élu en même temps que le président de la République. Et de façon transitoire, dans la même Constitution, il a été prévu que le président en exercice nomme le vice-président, vu que l'élection avait déjà eu lieu. Cette pratique de nomination du vice-président, d'ailleurs qui a été faite en accord avec le Parlement, dans cette collaboration, elle s'est avérée probante, harmonieuse, je dirais fonctionnelle. En général, lorsque nous les juristes, on dit lorsqu'il n'y a pas de problème, on pense que tout est bon. Et c'est lorsqu'il y a un problème qu'on regarde notamment les textes. Et le propre d'un texte, c'est de savoir prévoir certaines situations. Lorsque vous avez une source, vous êtes élu en même temps que le président, vous ne pouvez pas regarder dans la même direction que le président, en évoquant le fait que vous avez été élu au même moment que lui, ou en même temps que lui. Vous pouvez également, sachant bien que vous ne pouvez pas être démis, et naturellement, il peut se créer du moins une situation de malaise au sein de l'exécutif, ce qui n'est pas bon pour nos États en démocratie, en construction. Alors, donc pour cela, la nomination du vice-président peut permettre notamment qu'il y ait une harmonie, une collaboration fonctionnelle. Mais qu'en est-il de la deuxième grande réforme, la continuité parlementaire? Oui, donc ça c'est l'article 90. Et là aussi, justement, comme je l'indiquais, lorsqu'il n'y a pas de problème, on pense que tout va bien. Je vais d'abord donner un exemple pour arriver à l'intérêt de cette proposition de réviser l'article 90. Vous savez, lorsqu'il y a eu la crise post-électorale, le mandat du Parlement finissait à l'issue des 5 ans, en 2005. Ils ont été élus en 2000 et 2005, le mandat était arrivé à expiration. Qu'est-ce qui s'est passé dans la pratique? Il se trouve que pendant ce temps, nous avons été surpris par une crise due à la rébellion de l'époque et qui ne permettait pas, compte tenu du contexte de l'époque, d'organiser une élection législative. Et la pratique, c'est que le Parlement a fonctionné de 2005 à 2010, pendant un deuxième mandat complet, sans élection, alors que cela n'était pas prévu par les textes. Pour les juristes, on pouvait se demander quelle était la légitimité de ce Parlement. La légitimité d'un Parlement ou des parlementaires lui est conférée par l'onction populaire. Ce sont les représentants du peuple. Et ils représentent le peuple de par leur élection par le peuple. En 2005
et 2010, le Parlement qui était là, ou les parlementaires, les députés qui étaient en fonction, n'étaient plus élus, ou n'avaient pas été élus. Le mandat étant expiré, il fallait qu'il soit renouvelé, il n'a pas été. Et pourtant, ils ont continué à adopter des textes pour régir la nation, ou l'avenir de la nation. Vous voyez, voici un cas que j'ai donné qui se trouve dans une histoire très récente. Alors, ce qui est proposé pour la modification de l'article 90 de la Constitution, c'est notamment de conférer une continuité institutionnelle du Parlement. Cela veut dire en clair qu'en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires à la date indiquée, c'est-à-dire en décembre, puisque la Constitution prévoit que le mandat du Parlement expire à la fin de la session ordinaire, donc la session ordinaire finissant en décembre, le dernier jour ouvrable du mois de décembre, il faut organiser les élections un peu avant la fin de ce mandat parlementaire. Alors, qu'advient-il lorsque il y a une impossibilité de tenir ce délai? Donc vous avez en ce moment une situation de fait qui peut conduire à un vide juridique. Et le propre des constitutions ou des normes fondamentales, c'est de prévoir même l'éventualité. Docteur, également dans ces réformes-là, l'on veut supprimer la Cour suprême du moins, la Cour suprême. Et ça aussi, c'est une nécessité qui résulte également de l'esprit même de la Constitution du 8 novembre 2016. La réforme constitutionnelle de 2016 a consisté à instituer au sein de la République ou en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle la dualité juridictionnelle. La dualité juridictionnelle, ça veut dire que vous avez un ordre judiciaire qui rend exclusivement le droit public ou le droit administratif, qui est un ordre, ce qu'on appelle l'ordre administratif, judiciaire administratif. Vous avez un ordre juridictionnel qui rend également exclusivement le droit privé en ce qu'on appelle l'ordre judiciaire. Et donc l'ordre administratif, la plus haute juridiction de l'ordre administratif, c'est le Conseil d'État. Et la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, c'est la Cour de cassation. Alors, donc, pour ce qui concerne notamment les questions financières, c'est notamment la Cour des comptes. La Constitution prévoyait que permet la création de la Cour des comptes et du Conseil d'État comme étant notamment le sommet de l'ordre judiciaire administratif, de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire de l'autre. Mais il y a eu ce qu'on a, la Cour suprême. Et dans cette réforme de 2016, la Cour suprême n'était plus une cour en tant que telle qui rend des décisions juridictionnelles, contrairement à l'ancienne Cour suprême. Cela crée notamment une confusion dans l'esprit des justiciables et de tous, y compris des experts. Alors cette confusion qui s'adresse à la Cour suprême. La Cour suprême était-elle notamment une juridiction ordinaire et autres, ou un ordre juridictionnel? Non. Mais la Cour suprême, dans la modification constitutionnelle, du moins dans la nouvelle constitution, la réforme constitutionnelle de 2016, jouait le rôle de ce qu'on appelle le tribunal de conflit. Ça veut dire qu'en cas de conflit entre l'ordre juridictionnel administratif et l'ordre juridictionnel judiciaire, coiffé l'un par le Conseil d'État et l'autre par la Cour de cassation, qui arbitre les conflits de compétences. Alors ici, c'était la Cour suprême. Mais l'appellation Cour suprême renvoyait à une cour qui rend des décisions de fond, ce qui n'est pas le cas. Alors qu'il jouait, ou il était destiné à jouer, simplement le rôle de trancher les conflits de compétences entre le Conseil d'État et la Cour de cassation. Aujourd'hui, notamment avec la modification proposée des articles 143 et suivants, c'est notamment de permettre, c'est de supprimer notamment la Cour suprême en laissant en l'état le Conseil d'État et la Cour de cassation, mais en les érigeant en institutions juridictionnelles. C'est la fin de ce grand format. Merci Dr Guy Bessongui Ndatien Sévérin d'être passé sur notre plateau. Merci à vous également d'être de plus en plus nombreux à suivre RTV.